petite soirée. Alors, pour une fois, c'est moi qui vais faire cette petite introduction. D'abord, merci à vous d'être venus. Ce soir, nous allons passer une heure de ferveur avec Nicolas et Muriel au Japon. Et ça m'a rappelé que sur une petite île de la mer du Japon vivait un ermite qui, du matin au soir, lisait. Tous les jours, on lui apportait un nouveau livre qui l'empêchait de finir celui qu'il avait commencé la veille. Cependant, un jour, il refusa le nouveau livre qu'on lui amena, et on lui demanda la raison. Il répondit « Je veux finir le livre de Muriel Barbery. » Voilà, vous avez compris que ce soir, vous avez passé une soirée avec le Japon, bien sûr, avec Rose, avec tous ces personnages qui m'ont laissé un très beau souvenir. C'est un de mes plus beaux souvenirs de l'été, puisque c'est une des nombreuses lectures qu'on a pu faire en avant-première. Bonne soirée à tous et merci encore d'être venus à Muriel Barbery. Je laisse la parole à Nicolas. Merci beaucoup d'avoir déjà accepté de venir, puisqu'il y a longtemps. Vous nous entendez? Oui. Il y a de l'écho, pas Oui, l'écho, on pas bien. D'accord. Bon. Quand je vous ai demandé de venir, quand on s'est rencontrés au mois de juin, vous avez dit oui tout de suite, ce qui vous a beaucoup touché, parce que finalement ce livre est très beau, ce que je ne savais pas encore à ce moment-là, mais surtout parce que j'avais vraiment adoré le précédent, une rose seule, et depuis ce livre-là, vraiment, je rêvais de vous recevoir, et vous avez dit oui tout de suite, c'était formidable. J'ai vraiment dit oui tout de suite. C'est vrai. Je confirme. Ouais. Et si je peux me permettre, pour une fois, j'ai un petit souvenir personnel, puisque vous êtes là, c'est qu'à l'époque, évidemment, j'étais un bébé à ce moment-là, mais à l'époque où est sorti l'élégance de Brisson, d'ailleurs conseillé par les libraires, parce qu'au début, on n'en parlait pas encore trop, mais les libraires en parlaient beaucoup. Et je vous avais envoyé une chose que je ne faisais jamais d'habitude, une petite lettre disant combien j'avais aimé ce livre, etc. Et vous m'avez répondu, chose déjà exceptionnelle. Et alors, ce qui est drôle, c'est que dans ce petit mot, il me disait mais si le livre marche bien, je sais ce que je vais faire. C'est une chose dont je rêve depuis longtemps, je vais faire un voyage au Japon. Je n'ai pas fait qu'un voyage, parce que je suis allée y vivre 2 ans. C'est plus qu'un voyage. Et voilà, alors ça s'est réalisé et ça donne de très beaux livres. D'autant plus, je ne sais pas quel sentiment vous avez avec ce changement, disons, d'éditeur, puisque vous étiez chez Gallimard, là c'est votre 6e livre et le 2e chez Actes Sud. J'ai l'impression soit d'une renaissance ou de quelque chose presque d'un nouvel écrivain ou d'un écrivain qui s'est réinventé. Il faut bien. Alors, déjà, merci beaucoup de votre très gentil accueil et désolé pour le retard, mais c'était compliqué aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être ici, d'autant plus qu'on me parle de votre librairie depuis très longtemps. Elle est connue dans le circuit des écrivains aussi, qu'on sera bien reçu, que ce sera chouette. Donc, merci à vous pour cette invitation. Ah oui, les changements de maison d'édition. Alors, en fait, c'est vrai qu'avec une rose seule, j'ai eu le sentiment de prendre un tournant très net dans ma façon d'écrire, dans ma façon de concevoir la fiction. Et il se trouve que c'est le moment où je suis allée chez Actes Sud parce que mon histoire avec Gallimard est marquée par l'élégance de Brisson, qui a été un phénomène un peu inouï, surprenant et hors norme. Et je pense que j'avais envie d'un nouveau regard qui ne soit pas marqué par cette histoire au moment où je sentais que j'étais en train de changer, j'étais en train de mûrir, peut-être, tout simplement. Et alors, en 2 mots, je pense qu'il y a déjà beaucoup de gens ici qui ont lu le livre ou qui en ont entendu parler. Enfin, on peut dire qu'en 2 mots, le premier, Une rose seule, est l'histoire d'une Française
qui vient au Japon parce qu'elle a appris qu'elle avait un père qu'elle n'a pas connu, mais qui Alors, a elle un apprend, héritage. oui, elle apprend qu'il vient de mourir parce qu'elle le savait. Oui. Oui. Et donc ça déroule l'histoire et le parcours de cette jeune femme, dont on découvre d'ailleurs que le parcours avait déjà été préparé par son père. Et le roman qui vient de paraître là au mois d'août, donc 2 ans plus tard, en fait, c'est ce qui se passe avant, c'est-à-dire c'est l'histoire du père. Dans les 2 romans, on retrouve des fils, des personnages, parfois même des expressions qui font écho d'un livre à l'autre. Et je voulais vous demander, non pas comment vous êtes venu à écrire ce livre-là, mais comment vous avez relu Une rose seule pour écrire le précédent ou le suivant, celui qui est à la fois le précédent. Excellente question. Alors, c'était pas du tout prévu. Hein. Une fois que j'ai terminé Une rose seule, je n'avais absolument pas l'intention de continuer dans la même veine. J'avais une idée assez précise en tête, enfin une image assez précise en tête. Je voyais un homme aux dernières heures de sa vie, dans un temple zen, qui revisiterait son existence à la lumière de la mort approchante. Et j'imaginais que ce serait un court récit très très contemplatif où il observerait devant lui le sable, les pierres, les feuilles, tout en repassant sa vie et en se demandant ce qu'il y avait eu de ferveur dans cette longue vie. Et puis j'ai commencé à essayer d'écrire et je me suis rendu compte que le personnage de Rose me manquait terriblement. Que je n'avais pas fini avec cette histoire, que ces personnages vivaient avec moi, en particulier ceux qui dans le roman sont absents, puisque c'est le récit d'une absence. Et du coup, j'ai pensé que cet homme, ce serait son père. Et à partir de là, j'ai donc repris le texte de Rose pour établir une chronologie très minutieuse qui me permette de bâtir les 50 années qui ont précédé l'arrivée de Rose à Kyoto. Et je dois dire que ça a été assez jubilatoire. Parce que, c'est un aveu que je ne devrais pas vous faire, mais la chose la plus pénible pour moi et la plus difficile, c'est d'écrire une histoire. C'est une énorme concentration et énergie qu'il faut pour produire une histoire. Lorsqu'elle est déjà là, même si bien sûr il faut inventer de nouvelles choses puisqu'on retourne dans le passé, même s'il faut une grande minutie, mais tout de même, lorsqu'elle est déjà là, il n'y a plus à se concentrer là-dessus. Et donc toute l'énergie peut se porter sur les autres choses qui sont ce que j'aime quand j'écris, la langue, les registres de langue, l'atmosphère, la texture du texte, la texture du récit. Et donc, j'ai juste relu Rose en regardant quels étaient les jalons temporels importants. Et je me suis laissée aller au plaisir de ce récit où je n'avais pas besoin d'inventer. Tout était déjà inventé. Donc, je pouvais donc porter mon attention sur le reste. C'est un récit, vous verrez en le lisant, qui est extrêmement bien construit, extrêmement bien bâti, et aussi porté par une langue qui est, Gilles l'a signalé tout à l'heure, une langue qui est vraiment très belle, très, très poétique, avec beaucoup d'images, enfin un texte très, très concentré, et je voudrais simplement signaler, pour ce qui est de sa forme, qu'il se divise en gros en 6 parties. Et je les cite parce que voilà, ces parties sont, enfin les titres de ces parties, c'est mourir, avant, après, longtemps, ailleurs et naître. Alors vous verrez à quoi ça correspond en le lisant, mais ce qui m'interroge dès le départ, c'est d'abord ce miroir entre le début et la fin, mourir et naître, qui nous indique peut-être un certain cheminement, et avant, après, longtemps, qui sont qui mettent l'accent, disons, sur le temps, et ailleurs, qui évoque plutôt le lieu, un changement de lieu. Est-ce que soit vous avez quelque chose à dire sur cette construction, ou si vous voulez, on peut commencer tout de suite par le début d'ailleurs.
Non, mais comme vous voulez, juste un mot sur la construction. Je ne savais pas quelles seraient les parties entre la première et la dernière, mourir et naître, mais je savais que je voulais que ce soit dans ce sens-là. C'est-à-dire que l'on commence avec la mort et qu'au moment, à la toute fin du texte où il va mourir, je ne vous apprends rien puisqu'il est déjà mort dans Rose, à la toute fin, que ce soit une renaissance, qu'il y ait quelque chose de la renaissance. Ça, c'était déjà mon idée première quand j'avais en tête de raconter les dernières heures d'un homme dont je ne savais pas qui ce serait, qu'à l'heure de mourir, il naîtrait. Je ne savais absolument pas pourquoi, je ne savais pas comment je le prendrais, mais je savais que cette idée était capitale. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Ensuite, les choses se sont écrites comme elles ont pu, comme toujours. Sur le début, en tout cas, d'ailleurs, parce qu'on peut noter, puis on va en lire un petit extrait si vous voulez, c'est que, d'abord, la première phrase fait le lien tout de suite avec le livre précédent, puisque c'est un homme qui contemple une fleur en l'occurrence, et ainsi. Oui, et donc il énonce un peu sa vie comme un parcours spirituel qui est en gros en trois fils, enfin, ce qu'on va voir, qui sont en gros l'art, l'amitié et une fleur, en l'occurrence personnalisée par Rose, qui est sa fille. Voilà. Alors, peut-on, pour voir un peu, se mettre en bas, si je veux dire, lire un petit extrait du début, par exemple. Mieux? Ah, mais vous avez une couverture. Je me demandais pourquoi ça brillait. À l'heure de mourir, Haru Uno regardait une fleur et pensait « tout tient à une fleur ». En réalité, sa vie avait tenu à 3 filles, et le dernier seulement était une fleur. Devant lui s'étendait un petit jardin de temple qui faisait vœu de paysages miniatures parsemés de symboles. Que des siècles de quêtes spirituelles aient abouti à cet agencement précis et émerveillé, tant d'efforts tendus vers une signification, et à la fin une pure forme, pensait-il encore. Car Haru Ueno était de ceux qui recherchent la forme. Il savait qu'il serait mort bientôt, et il se disait « Enfin, je suis accordé aux choses ». Dans le lointain, le gong du Honein résonna 4 fois, et l'intensité de sa propre présence au monde lui donna le vertige. En face de lui, le jardin clos de murs passait à la chaux blanche, surmonté de tuiles grises. Dans le jardin, 3 pierres, un pain, une étendue de sable, une lanterne, de la mousse. Au-delà, les montagnes de l'Est. Le temple, lui, s'appelait le Shinyodo. Pendant presque 5 décennies, chaque semaine, Haru Ueno avait parcouru le même circuit. Il allait au temple principal sur la colline, traversait le cimetière en contrebas et revenait à l'entrée du complexe, dont il était un important donateur, car Haru Ueno était très riche. Il avait grandi en observant la neige tomber et fondre sur les pierres d'un torrent de montagne. Sur une rive était arrimée la petite maison familiale, sur l'autre une forêt de grands pins à la glace. Pendant longtemps, il avait cru aimer la matière, la roche, l'eau, les feuillages et le bois. Quand il avait compris qu'il aimait les formes que prenait cette matière, il était devenu marchand d'art. L'art, l'un des 3 fils de sa vie. Merci. Alors, ce qui m'a particulièrement intéressé dans ce début, c'est qu'il énonce l'un des grands thèmes de ce livre, qui est la réflexion sur la forme. Cette réflexion sur la forme, alors, elle prend différents aspects, évidemment. Là, on peut dire que la forme en art, c'est ce qui fait la valeur du livre, de la poésie. D'ailleurs, c'est un livre dont le texte est très resserré, qui fait un peu penser, à un poème, qui a les vertus, en tout cas, du poème, qui est d'être condensé, de pouvoir dire plusieurs choses
en même temps, parfois même signifier à la fois une chose et son contraire, c'est-à-dire exprimer à la fois, ça se retrouve souvent dans le texte là, le passé, le présent, la vie, la mort, des positions comme ça qui sont contenues parfois dans un même vers. Et ce texte épuré comme ça, à la fois se replie sur lui-même et se déploie sur l'être. Alors, est-ce que cette question de la forme vous intéresse particulièrement, je pense, en littérature? Et j'ai le sentiment que vous êtes peut-être encore plus intéressé par la forme et l'écriture, disons, poétique d'un texte, plutôt que par le récit ou l'intrigue. C'est pas les romans suspense que vous faites, mais... Pas vraiment, non. Alors, bon, c'est la meilleure question du monde. Hein. C'est celle sur laquelle je peux être intarissable parce que l'histoire, elle est dans les livres, donc lorsque nous devons la répéter, la commenter, c'est toujours un peu frustrant. Parce qu'en réalité, la chose dont on a envie de parler souvent, c'est de comment on a fait, de quelle forme ça a pris et pourquoi. Puisque ça, vous ne pouvez l'apprendre que de nous. Alors que le reste de l'histoire, si vous lisez les livres, vous la connaîtrez. Ah, Carmen, j'adore. Non, je vous en prie. Alors, je ne vais pas non plus trop m'étendre, mais 3 choses à propos de votre question, Nicolas. La première, la question de la forme, et en particulier des formes visuelles, des formes artistiques, mais pas seulement visuelles, auditives, est une vieille passion. C'est-à-dire que dans tous mes romans, il est question d'art et il est question du miracle que produit sur mon âme, sur l'âme humaine, la mise en forme artistique du monde. J'ai toujours eu une fascination qui, je crois, est née de ma fréquentation de la campagne, puisque j'ai grandi dans une très belle campagne, une très belle nature, et j'y ai appris la beauté des formes, j'ai appris à regarder parce que j'ai été émue très tôt, très jeune, par la splendeur de la nature dans laquelle je vivais et que je parcourais à bicyclette avec mes petites amies de la campagne. Et donc, c'est une vieille passion qui est personnelle. Et bien sûr, deuxième chose, lorsqu'on va au Japon, la passion qu'on peut avoir pour la forme, pour les formes naturelles devenues formes artistiques, trouve un aboutissement complet. Il n'y a pas d'autre lieu au monde où j'ai eu le sentiment que ce qui avait fait mon œil et ce à quoi il était arrivé, ce à quoi il était arrivé, se rejoignaient. C'est-à-dire que l'art japonais utilise la nature pour faire une beauté encore plus grande et qui en même temps paraît parfaitement naturelle, bien qu'elle soit totalement artificielle. Donc là, mon œil était comblé. Et bien sûr, la forme n'est jamais qu'une forme, puisque en particulier au Japon, mais pas seulement, dans toute extase artistique, il y a ce sentiment qu'à la fois il est question d'une matière qu'on a sculptée d'une certaine façon, qu'elle soit littéraire ou matérielle, mais ça parle à l'esprit. Il y a ce miracle du fait que la forme provoque la compréhension, ou l'intuition, ou l'extase spirituelle la plus grande. Et donc, troisième chose, j'en viens à la question de la forme en littérature. Ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que le plus difficile, c'était d'écrire des histoires, c'est lié au fait que, enfin, pour moi, les histoires, la question de l'histoire n'est absolument pas une question. Je sais qu'il y a des histoires tapies en moi, comme il y a des histoires tapies en chacun d'entre nous. Elles nous disent, elles sont là, elles disent notre parcours, notre rapport au monde, notre vie, notre goût. Chacun a en soi un réservoir d'histoires à compter qui viendront à la lumière du jour ou pas. En revanche, ce qui est le plus intéressant, c'est comment on fait sortir de soi cette matière dont on n'a pas à se soucier démesurément et de quelle manière on va le faire avec le plus de profondeur, le plus de poésie ou le plus de pertinence possible. Et donc, toute mon attention se porte toujours sur la forme parce que je sais que c'est cette forme qui va décider si je vais réussir à forer en moi-même, à puiser en moi-même adéquatement et à exhumer quelque chose,
si j'ai pas la bonne forme, ça ne viendra jamais à la lumière du jour. Ou ça s'affaiblira et ça deviendra fade une fois venu à la surface. Et donc, pour ces deux derniers textes, j'en suis arrivée, et c'est peut-être la conséquence de l'influence du Japon sur moi, j'en suis arrivée à exactement le contraire de ce que je pensais de la forme en littérature lorsque j'étais jeune, où j'aimais les longues phrases, le lyrisme, où j'avais une sorte de conception proustienne de la phrase et du texte. Et avec l'âge, plus le temps passe, plus j'espère, je mûris, plus j'ai envie que la forme soit la plus resserrée possible, que la poésie ne soit plus lyrique mais brève. Plus j'ai le sentiment, et ça c'est vraiment une leçon du Japon, c'est vrai, que c'est de la plus grande simplicité, pas de la simplification, mais de la chose réduite à l'os, réduite à son essence, que naîtra le sentiment de la complexité. Voilà. Est-ce que j'ai répondu? Bon, parfait. Et d'ailleurs, notre personnage, Arnaud, donc, le père de Rose, au début est en train de mourir et il contemple un jardin qui est tout à fait l'illustration de ce que vous disiez, c'est-à-dire d'une nature réaccordée. Je sais, oui, je sais pas comment ils font ça parce qu'il y a trois pierres, il y a un bout de sable, il y a deux bambous et il y a un érable, c'est-à-dire rien, et il y a tout. Et il y a le sentiment d'une quintessence de nature d'abord, que l'artifice a produit le sentiment que la nature elle-même, enfin, de restituer la nature elle-même, et puis qu'en soi, c'est un vacillement qui creuse tellement profondément et qui fait qu'on a accès à des parts de soi-même qu'on n'aurait pas pu atteindre autrement, et pourtant il y a trois cailloux. Donc oui, je pense que ça a eu un impact important, y compris sur ma manière d'écrire, même si elle reste très française. Mais alors, justement, pour en terminer avec cette histoire de forme dans l'écriture, est-ce qu'on n'en a pas une sorte d'illustration avec parce qu'il y a une grande histoire d'amitié entre Haru et un homme qui fait de la calligraphie, qui fabrique des bols. Oui, le potier, calligraphe, poète, en fait, c'est un artiste japonais accompli qui sait presque tout faire. Et il admire un bol qu'il a fait, et il dit, mais c'est un bol impossible, parce que, et c'est un miracle en même temps, c'est le miracle de la création, parce que c'est un bol à la fois très ancien et très nouveau. Et finalement, quand on écrit, est-ce qu'on n'est pas confronté un peu à ça, à jouer à la fois avec un héritage très ancien et quelque chose de nouveau? Oui, tout le temps, avec beaucoup d'humilité. Je suis toujours très intimidée de savoir que mes maîtres reviennent dans ma tête au moment où j'écris. Il arrive que des textes classiques que j'ai lus jeune ou que je relis parfois ou parfois pas, reviennent s'inviter dans une tournure de phrase, à un moment où j'écris et je reconnais ce que j'ai lu autrefois. Mais au Japon, en plus, c'est vraiment très très puissant ce sentiment que l'ancien et le moderne, enfin, que l'ancien et le nouveau, que l'ancien et le moderne se mélangent d'une manière qui nous paraît à nous impossible. Puisque pour nos civilisations occidentales, rationnelles, le présent chasse le passé. Alors qu'au Japon, on a le sentiment permanent d'être dans une espèce d'interpénétration flottante entre les strates du temps, ce qui est extrêmement déconcertant, extrêmement délicieux aussi, parce que tout à coup, il devient possible d'être présent aux choses, puisqu'on a pu être dans le passé, dans le futur ou dans le présent, tout se mêle dans une forme de totalité assez incroyable, que je peine à expliquer, mais qui est forte. Après cette première partie, donc c'est la partie proprement, disons, romanesque, qui s'appelle Avant. C'est une grande remontée dans le temps, et en fait, on va nous raconter à partir de là toute l'histoire, donc sur 50 ans à peu près, de Haru. Est-ce que, d'une part, est-ce que vous pourriez nous dire deux mots de la rencontre avec son grand ami
Et aussi sur une chose qui m'a beaucoup intrigué, enfin qui s'explique un peu sur la fin du récit, mais qui demeure assez mystérieuse, enfin qui demeurait assez mystérieuse pour moi en cours de lecture, c'est l'importance que vous donnez à des dates très précises, les dates des rencontres, les dates des naissances, des choses comme ça. Alors à la fin, on comprend un peu mieux pourquoi, mais pourquoi dès le début comme ça? Alors, vous êtes les premiers à m'en parler. Alors là, je pensais que personne ne s'en rendrait jamais compte. Je me disais, bah non, personne ne verra. Eh ben, vous avez vu. Alors, bah, pourquoi? En fait, je ne sais pas. J'aime l'idée enfin, je suis fascinée par l'idée qu'il est possible de mettre en scène dans la fiction que tout est lié, qu'il y a un lien intime entre les choses et que rien n'arrive au hasard parce que ces tropismes tout puissants qui nous constituent finissent toujours par agréger les gens, les dates, les douleurs ou les joies, de telle sorte que l'existence apparaît au bout du compte, et peut-être seulement à la fin, mais comme un réseau tissé d'affinités et de tropismes, encore une fois. Donc, dans tous mes romans, en fait, il y a des dates récurrentes et qui reviennent et qui expriment cette intuition fondamentale qui fait peut-être de moi une bouddhiste qui s'ignore, ou je ne sais pas à quoi ça correspond. Et encore une fois, au Japon, ce sentiment que tout est connecté était encore plus fort. Et du coup... Oui, non, je parlais de l'histoire d'amitié entre... Ah oui, entre... Alors, Keisuke Shibata, qui est donc le personnage de l'artiste, ami de Haru, qui lui est marchand d'art, est un personnage qui était déjà dans une rose seule et qui, lorsqu'il est apparu, m'a tout de suite beaucoup plu parce qu'il permet de montrer un autre aspect du Japon que celui que nous connaissons le plus facilement. Un autre aspect que le Japon, formaliste, extrêmement contenu, extrêmement contrôlé. Un Japon beaucoup plus irrévérencieux, un Japon plein de fantaisie, plein de goût de la fête. Et donc, j'avais envie d'en savoir plus sur lui. Je suis aussi obsédée par la question de l'amitié. Avec la question de l'art, je crois que c'est celle qui traversera toute ma vie. Je pense qu'il y a dans l'art et dans l'amitié les plus grands vecteurs possibles de résilience face à l'adversité. Et donc, tout naturellement, j'ai eu envie de raconter cette amitié au long cours, hein, puisqu'ils se rencontrent quand Haru a 20 ans et ils ne se quittent pas jusqu'à la mort. Alors, j'aimerais d'ailleurs citer une phrase qui est très belle parmi les nombreuses conversations qu'ils ont. On dit Haru ne croyait pas aux vies antérieures, mais il croyait en l'esprit. Désormais, il serait un pèlerin. Sans cesse, il reviendrait à sa juste origine. Alors là, j'aimerais bien qu'on s'arrête un instant sur ce thème-là, parce que le thème de l'esprit, la quête spirituelle qu'il y a dans enfin, qui est sa vie, dont il fait sa vie. D'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est pour Haru que l'esprit? Qu'est-ce qu'il entend par là? Ça, c'est pas une question facile, puisqu'il me faut 300 pages pour commencer à l'effleurer. Ah oui, d'accord. Je fais le lien avec ce qu'on a dit précisément. Je me retrouve dans mes notes exceptionnellement. C'est parce que il dit, il croit au début, en tout cas, il énonce que l'esprit naît de la forme. On parlait de la forme tout à l'heure, et selon lui, la recherche formelle permet d'accéder à l'esprit. Oui, c'est la grande querelle entre deux, et d'ailleurs c'est une question qu'on se pose quand on parcourt les jardins zen. On se demande si c'est la forme qui accouche de ce sentiment de spiritualité inouïe, ou si c'est l'esprit, je ne sais pas lequel, peut-être de Bouddha ou de quelqu'un d'autre, qui accouche de ces formes qui nous le font sentir. Et je ne sais absolument pas trancher cette querelle. Mais j'ai aimé la mettre en scène dans les dialogues entre les deux personnages. Je ne saurais pas trancher.
Bon, on a dit tout à l'heure, mais je le répète rapidement parce que c'est important, vous verrez quand vous lirez le roman, qu'il y a, selon lui, 3 grâces pour accomplir sa vie. C'est l'amitié, on l'a dit, l'esprit, et je mets tout à l'envers. D'abord l'esprit qui naît de la forme, la beauté, les marchands d'art, et être maître en amitié. Donc il dit que l'amitié est une partie de l'amour, est une forme de l'amour. Et j'aimerais savoir en fait comment il met cette beauté dans sa vie. Par exemple, on le voit construire une maison dont chaque pièce, chaque endroit est pensé, chaque orientation, le jardin, tout ça. Et cette maison, elle se construit, et est-ce que c'est pas aussi une façon pour nous de voir, lecteurs qui avons déjà lu ce livre-là, de voir ce livre se construire, puisque finalement, ces pièces, etc., c'est Rose qui va les découvrir et qui va en quelque sorte en faire l'expérience. Vous avez raison. Bon, alors, si un jour les écrivains vous disent, sont dans le déni du fait évident que leurs romans mettent en scène leurs fantasmes, vous ne les croirez pas, parce que la maison de Haru Ueno, c'est la maison de mes rêves. Celle que j'ai imaginée dans le texte, c'est exactement la maison dans laquelle je me damnerais pour vivre. Une maison au bord d'une rivière où tout est consacré à la beauté, mais où c'est une beauté minimaliste qui passe par le goût de la nature, parce qu'au centre de cette maison vit un arbre. Dans cette maison sont encapsulés de tout petits jardins. On imagine qu'on y entend le vent dans les feuilles, le bruit des oiseaux au lever du soleil. Tout est de bois, matériau que j'aime infiniment plus que la pierre, que mon séjour au Japon. Le séjour au Japon a renforcé cet amour-là. Elle est ouverte elle donne sur les montagnes. Bref, c'est mon fantasme absolu. Et c'est vrai que Rose était concentrée à 1 ou 2 pièces, et qu'ensuite est concentrée sur 7 jours. Et vous avez raison, en bâtissant la maison de Haru, j'ai bâti les 50 années pendant lesquelles il va vivre et qui ne peuvent pas être aussi concentrées. Alors, pour la suite, notamment toute la partie qui s'appelle Après, là, il y a j'ai intitulé ça, si vous voulez, des femmes et des renards. Parce que Haru est un homme, on a vu, très, très, très brillant, qui a beaucoup de charme, qui a beaucoup d'amis, qui a une vie mondaine très intense et qui séduit quand même beaucoup de femmes. Il a pas mal d'aventures, et notamment, alors, quelques personnages sur lesquels j'aimerais bien m'arrêter, parce que notamment il rencontre une femme française qui s'appelle Maude, dont d'ailleurs bizarrerie, mais je pense que c'était tout à fait fait exprès. Quand elle lui apparaît de dos et elle est rousse. Et pendant tout le reste du roman, après, elle est brune. Si. Alors, je peux vous assurer que non. Non, pas du tout. On va vérifier sur pièce après, mais je vous garantis qu'elle n'est pas brune du tout. Non. On regardera, je vous assure qu'on va regarder dans le détail. Ça m'a intrigué et je me suis dit, mais tiens, elle est rousse la première fois qu'elle lui apparaît parce qu'elle figure sa fille, ben voilà, mais c'est ce que. Rose et rousse et Maud et rousse. Ah, ou alors Nicolas, on va regarder ça. Ça a été corrigé dans votre livre. Parce que. Non, pas. Il y a encore des pages ce matin. Ou alors, je ne sais pas ce que vous avez vu ce matin, Nicolas. Mettons qu'elle soit rousse. Ça m'arrive pour moi. Je vous jure qu'elle est rousse du début jusqu'à la fin, j'en suis sûre. Donc, il va avoir une aventure pendant 10 jours avec cette femme qui ensuite va repartir en France. Et c'est une femme un peu mystérieuse. Son ami la qualifie, enfin on la qualifie comme
incendie, non-présence, brouillard, enfin il y a quelque chose d'un peu inquiétant chez cette femme. Lors d'une soirée, Haru lui conte une histoire, l'histoire d'une dame et d'un renard, une histoire qui va revenir plusieurs fois dans le livre, et on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne passe pas, elle ne réagit pas au bon moment à la fin, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui cloche. Et cette femme, cette Rose, pour résumer l'intrigue, va retourner en France et quelques temps plus tard lui annoncer qu'elle est enceinte, mais qu'elle lui interdit de jamais la revoir et de voir sa fille et de connaître sa fille. Ah, elle lui dit pas qu'elle est enceinte. Donc en fait, l'histoire qu'on connaît déjà de une rose seule. Non, non, et elle est rousse, elle est rousse. Donc cette très belle femme rousse apparaît à Haru lors d'une soirée, il s'éprend d'elle, ils passent dîner ensemble. Elle rentre en France, il ne comprend absolument pas pourquoi elle coupe court à leur relation. On comprend très vite qu'effectivement quelque chose cloche avec cette femme. Il y a une sorte de froideur, d'absence au monde, d'atonie qui est très étrange, mais qui en même temps le fascine. Il a l'impression que c'est mystérieux, alors qu'en réalité nous comprenons assez vite que c'est plutôt pathologique. Elle rentre en France et quelques mois après, tout à fait par hasard, un antiquaire français en visite à Kyoto, il apprend qu'elle est enceinte. Et là, il lui écrit pour savoir si l'enfant est de lui et pour lui dire qu'il est là. Et elle lui répond qu'il est interdit d'approcher cet enfant, qu'il ne pourra jamais approcher sa fille. Raison pour laquelle il devient ce père qui devra vivre pendant 50 ans à distance sa propre paternité. Voilà pour l'histoire. Dans l'histoire, d'ailleurs, il y a c'est peut-être un détail, enfin, puisque vous êtes sous la main, je vous pose la question. Il raconte, bon, c'est une histoire d'une femme qui attend sous la pluie, enfin, bon, bref. Une pluie c'est la fin de l'histoire. Une pluie de rue s'installa jusqu'au printemps, reprend Haru, et la dame pria son nouvel ami de la rejoindre. Une pluie de rue s'installa jusqu'au printemps. Alors voilà qui m'a intrigué, parce que il me semble, sauf erreur de ma part, vous allez me corriger, que Haru, en japonais, ça veut dire printemps. Ça veut dire quoi? Printemps. Oui, tout à fait. Mais c'est aussi un prénom comme. Oui. Voilà. Je n'étais pas prémédité. Non, je me demandais si. L'inconscient est très puissant, c'est-à-dire que les choses se tissent malgré nous. Alors, quelques mots sur cette histoire de renard, peut-être, puisque vous parlez des femmes et des renards. Alors, cette histoire, c'est une histoire que Haru raconte à Maud dans le bain du premier soir pour la séduire. Et c'est une histoire dont je ne sais absolument pas d'où elle a surgi. Je l'ai totalement inventée. Elle paraît japonaise, elle se situe au Moyen-Âge japonais, à l'époque de Heian. C'est l'histoire d'une femme qui est recluse, parce que les femmes de la noblesse à l'époque de Heian devaient ne jamais être vues de personne sauf de leur mari. Et donc elles étaient captives à l'intérieur de leur quartier, de leurs appartements. Et tout à coup, cette histoire m'est venue de cette femme qui ne peut pas sortir, qui contemple le petit jardin devant sa fenêtre où s'invite un renardeau. Et ils deviennent amis. Et avec ce renardeau, s'échangent d'abord sans langue commune, probablement juste par la présence, puis ensuite par un langage commun qu'ils inventent, des choses, des mots, des paroles capitales. Et je ne savais absolument pas quoi faire avec cette histoire. Mais je sais d'expérience que quand une histoire étrange surgit, quand on ne la maîtrise pas, lorsqu'elle surgit sans crier gare, c'est qu'elle est importante. Et donc, en général, j'utilise cette histoire comme fil d'Ariane qui va permettre de tisser les champs importants du roman, les thèmes vraiment importants du roman. Et finalement, ces histoires, cette petite histoire, révèle pour moi la puissance fondamentale des histoires qui est de ne jamais rien expliquer. Il y a toujours une part de mystère dans une histoire ou dans une bonne histoire, mais elle donne accès à l'intuition, à des intuitions fondamentales et au sentiment de comprendre quelque chose qu'on ne saurait pas expliquer. Et donc, jusqu'à la fin,
L'histoire revient et traverse la vie des personnages et leur apprend quelque chose sur eux-mêmes, quelque chose de différent, parce que nous lisons tous très différemment les histoires qui nous sont contées. Nous y mettons nous-mêmes. Et voilà, voilà comment est né le renard. Bon, en plus des renards au Japon, il y en a à tous les coins de rue, donc ça c'est tout à fait logique qu'il y ait eu un renard. Mais cette histoire de renard m'avait un peu intrigué parce que d'abord je me demandais ce qui le symbolisait. Et comme je vous avais, ça c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est vous qui l'avez raconté dans une interview, comme vous disiez que le titre de ce roman, Une heure de ferveur, venait de Saint-Exupéry, de Terre des Hommes, je me demandais si ce renard ne sortait pas aussi de Saint-Exupéry. C'est incroyable parce que ça n'est qu'à la fin que je me suis dit, mais rien, le Petit Prince, c'est tout à fait normal qu'il y ait un renard. Et bon, c'est vrai que là, la question de l'inconscient tissant toutes choses ensemble est quand même très puissante. Bon, et par ailleurs, il faut bien dire que les 2 années que j'ai passées au Japon m'ont fait côtoyer les renards en permanence parce que dans la mythologie, dans la légende, dans l'animisme japonais, le renard est très présent. Une des déesses les plus importantes du shintoïsme, de cette religion pensée animiste, Inari, la déesse des moissons, du saké, est réputée prendre l'apparence de renard dans tous les temples qui lui sont consacrés. Il y a des renards de pierre sculptés à l'entrée, à côté de l'autel. Et donc, c'est vraiment un animal très présent dans la mythologie et dans le quotidien japonais. Et puis, c'est un animal pour lequel j'ai un goût puissant. Mais je n'avais absolument pas pensé au renard du Petit Prince. Et puis, après, on peut peut-être dire que sur la fin, on a tendance à comprendre que ce renard, moi je m'étais dit, bon, le renard c'est peut-être les esprits, des choses comme ça. Et puis finalement, vous dites, ce renard, en fait, il contient tout ce qu'on veut bien y mettre. Tout ce qui dira à chacun de nous, comme toutes les bonnes histoires qui nous parlent profondément sans que nous sachions vraiment pour quelle raison elles nous parlent. Et elles touchent en nous des zones d'intériorité qui ne seraient pas accessibles par d'autres moyens. Il rencontre aussi d'autres femmes, on ne va pas toutes les énumérer, mais notamment une qui s'appelle Beth, qui a un grand rôle, puisque c'est la première que rencontre Rose dans le roman précédent. Et ces femmes, et même certains de ses amis, ont quand même une caractéristique, c'est qu'ils sont tous frappés par la mort, et souvent la mort de leurs enfants. C'est un poids et en même temps un secret, enfin une espèce de fatalité qu'il porte, et peut-être n'avez-vous pas pensé du tout, ça n'a peut-être aucun rapport, mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser, en lisant cette histoire qui se passe au Japon et avec beaucoup de deuil d'enfants, etc., à un autre auteur qui est très passionné par le Japon aussi, et qui est Philippe Forest, qui a beaucoup écrit sur ces... Je ne sais pas si vous avez des liens. On s'est croisés et j'aime énormément ces textes, mais la différence, c'est que moi j'écris de la fiction à ce sujet, tandis que Philippe écrit, il le dit lui-même, à partir de l'événement tragique et fondateur de sa vocation d'écrivain, qui est la perte de sa petite fille. Donc, il n'a cessé d'écrire sur cette perte en revendiquant que c'était la racine de sa vocation d'écrivain. Alors qu'en ce qui me concerne, c'est vraiment de la fiction. Et étonnamment, plus le sujet est éloigné de ma propre vie, plus il trouve des résonances en moi-même. C'est une donnée très étrange qui ne cesse de se confirmer livre après livre. Il y a une chose très, très intrigante qui va se passer, c'est que Haru, pour garder un lien avec sa fille, l'a fait en quelque sorte, je ne vais pas dire espionner, mais enfin presque, et il se fait livrer des photos, il paye un photographe qui la photographie dans tous les événements de sa vie, et tous les 3 mois, comme ça il reçoit de ses nouvelles. Et à un certain moment du récit, on a l'annonce par ce photographe, par cet enquêteur, que Maud va déménager parce qu'elle est en rapport avec sa mère, et puis elle
déménagé chez elle, d'ailleurs dans une région, me semble-t-il, qui ne vous est pas inconnue. Et c'est là qu'on apprend son nom de famille. Et son nom de famille, c'est Maud Ardent. Alors, Ardenne. Ardenne. Oui, dans ma tête, ça se Ah, c'est prononce Ardenne, Ardenne. ouais, parce que Ardent, je me suis dit, quelqu'un qui évoque l'incendie et tout ça, c'est vraiment. Écoutez, peut-être l'inconscient Ardenne. encore, mais c'est Ardenne. Et, Ce qui était un hommage à un très beau roman de Frédéric Verger qui s'appelait Ardenne, qui est apparu il y a quelques années, que j'avais trouvé magnifique. Je trouvais que c'était très beau. Et à ce moment-là, si vous voulez, bon, on a le temps. J'avais un petit passage, mais qui est très court, si vous voulez. Je suis là pour ça. Qui se situe à peu près à ce moment-là et qui va pouvoir nous permettre de parler des diverses métamorphoses dans lesquelles le personnage va se lancer. Alors, je crois que c'est ici. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? Ah oui, alors donc Rose vient d'avoir 1 an. Et pour contourner l'interdit que Maud a énoncé, tu ne verras pas ta fille, autrement je me tue, ce que nous savons déjà dans Rose. Par ailleurs, je précise que j'ai conçu les 2 textes pour qu'ils puissent se lire totalement indépendamment. Et donc pour contourner l'interdit, enfin pour se donner le temps de comprendre comment faire, Harou s'est donné 1 an. Il s'est dit que lorsque sa fille aurait 1 an, il écrirait à la grand-mère de sa fille, qui lui paraît, puisque le détective envoie des photos, une femme de bon sens et qui pourrait être une alliée. Et puis, il reçoit un rapport, juste au moment où Rose a 1 an, qui lui dit que Maud déménage chez sa mère. Il voit bien que la dépression de Maud est de plus en plus grande. Et il se demande que faire. Harou leva les yeux vers ces montagnes. Sur les clichés, les cieux de la Touraine étaient immenses, fléchis en un vaste couvercle au-dessus de la terre verte. Il pensa qu'à Kyoto, il n'y avait pas de voûte, pas d'infini, seulement des brumes qui montaient dans le soir le long des versants. Les feuilles des cerisiers et des érables, sur les berges de la Kamogawa, commençaient à rougir. En silence, défilaient des coureurs matinaux. L'espace et le temps se défaisaient, la vie de Harou se scindait. Une photo montrait Maud, les bras croisés, devant la véranda, mais en réalité, ne montrait personne. Un souvenir de son enfance lui revint. Une pièce de Nau, au sanctuaire voisin, hantée de spectres et de femmes égarées sur fond de paravents et de pins de montagne. Il s'en souvenait comme d'un songe qu'aucune représentation au théâtre n'avait pu effacer ensuite. Un rêve ténébreux qui demeurait en lui et baignait ses années. Maud emménageait chez sa mère de la façon dont on prend le voile en renonçant au monde, avec un regard de fantôme, et il ne doutait pas qu'elle se tuerait s'il entrait de nouveau dans sa vie. Ironie du sort, jamais ses affaires n'avaient été aussi florissantes, et il était accablé par la pensée qu'il réussissait à proportion du désarroi de son cœur, qu'il n'était un grand marchand que parce qu'il échouait à devenir un père. La vie qui jusque-là n'avait recelé que des promesses de conquête se présentait sous un angle nouveau. On l'avait déchiré comme un papier de soie, et quelqu'un, cette femme, en maintenait les fragments séparés. La tragédie n'appartenait plus au monde, elle s'était infiltrée en lui-même, et il était condamné à jeûner. Alors, puisqu'il ne voulait pas accepter l'équation du destin, mais ne pouvait la résoudre du dehors, il mua. C'est vraiment très drôle que vous me demandiez de lire ce passage précisément, parce qu'il se trouve que je vis en Touraine, je suis venue à Paris avec des amis japonais qui ont passé 3 jours à la maison, des amis japonais qui inspirent fortement certains des personnages du roman, même si j'ai tout transformé, et qui n'étaient jamais venus en Touraine, qui venaient pour la première fois dans cette région, et peut-être pour la 2e fois en France. Et l'un d'entre eux m'a dit, alors que nous étions en voiture vers la gare, en regardant le paysage, c'est incroyable comme les cieux sont grands ici. Et effectivement, au Japon, ils ne le sont pas, pour des raisons que je ne suis pas complètement sûre de comprendre. Même lorsqu'il y a une plaine, il n'y a pas cette impression d'immensité du ciel.
peut-être la convection du globe, l'endroit où ça se trouve, enfin je ne sais pas, mais exactement ce que je dis. On comprend, Arou va devoir, face à tout ce silence, cette solitude, opérer une mue, comme on dit, une métamorphose, mais intérieure. Et cette métamorphose un peu spirituelle, alors évidemment, en littérature, le mot métamorphose nous évoque Apulée, Ovide, etc. Sauf que eux, ce sont des métamorphoses plutôt sur les changements d'aspect du corps. Là, c'est plutôt sur une mue plus intérieure, plus spirituelle, mais qui est fondée quand même sur le silence. Et d'ailleurs, j'avais noté un vers de Yves Bonnefoy, vous savez, le poète Yves Bonnefoy, qui dit, enfin c'est pas un vers, c'est une phrase à propos de Rimbaud, il dit « Le silence est comme l'ébauche de 1000 métamorphoses ». Alors plus japonais, c'est difficile. Et voilà, et donc cette mue de Haru va le conduire à se retourner, à revenir vers les siens, à retourner voir sa famille, son père et ses origines. Alors quel est le... Cette paternité contrariée fait qu'il sent qu'il n'a pas prise sur le destin de sa fille, mais il peut avoir prise sur lui-même. Et il peut changer quelque chose en lui de telle sorte que ça devienne moins douloureux. Et il fait une chose très étrange qui m'a surprise moi-même en écrivant. Au lieu de se projeter vers l'avenir et d'essayer de trouver des solutions dans l'avenir, il retourne vers le passé, il retourne voir ses parents à Takayama. Et il essaye de mieux se connaître. Et il essaye de réparer des choses qui sont advenues auparavant. C'est sa manière à lui, c'est sa première manière à lui, parce qu'il va y avoir plein d'autres métamorphoses dans le texte. C'est sa première façon à lui de conjurer la malédiction de l'absence de sa fille. Et ne pouvant pas être père, il va devenir un autre homme. Et c'était ce qui était passionnant à accompagner dans l'écriture, les transformations d'un homme qui, confronté à la douleur, se change pour, au bout du compte, arriver à une certaine forme d'acceptation. C'est ce que vous dites dans la belle expression qu'il y a, enfin qu'il faut ouvrir des portes invisibles, qu'il cherche à ouvrir des portes invisibles, et notamment avec un personnage qui est absolument délicieux, qui s'appelle Giraud, le maître de thé des montagnes. Le maître de thé, voilà, qui est, enfin bon, tout ça. Oui, alors justement, quand il se retourne vers ce passé, il a quand même à la fois la menace de la mort qui pèse à la fois sur lui et les siens, puisque par exemple il a divers avertissements. On lui dit, 3 personnages différents lui disent attention, ton père ne va pas bien. On a les fantômes, les enfants fantômes dont on a parlé tout à l'heure. Il y a aussi cette pianiste qui va croiser, Emmanuel Devers, là encore, d'ailleurs à propos de l'histoire de l'invisible n'est jamais caché. L'invisible n'est jamais caché. Mon thème saint-exupérien, s'il en est là, je n'ai pas inventé grand-chose, mais en revanche, j'ai créé un autre contexte. Et un autre personnage qui le prévient, et en cela il redevient précisément pèlerin, et il lui dit, tu ne veux pas la vérité, c'est-à-dire tu ne veux pas voir la vérité, tu ne veux pas la vérité, tu auras la désolation. Ce rapport de la vérité, de la désolation, comment vous l'expliquez? C'est-à-dire que ce personnage doit se confronter aux choses les plus dures, les plus noires pour se retrouver, ou c'est simplement parce qu'il cherche des échappatoires pour... Mais Haru comprend peu à peu que c'est pas un hasard ce qui s'est passé. C'est-à-dire cette fascination pour cette femme très froide, pour cette femme qui visiblement va mal,
qui n'arrive pas à être présente aux choses, qui n'arrive pas à aimer. Il se rend compte peu à peu que ce n'est sans doute pas arrivé par hasard, mais bien sûr, il ne se le dit pas aussi clairement. Et donc, il cherche qui il est pour essayer de comprendre comment devenir celui qui ne pourra pas voir sa fille et qui néanmoins survivra à cette tragédie. Et encore une fois, c'est la question de ces métamorphoses successives. C'était très jubilatoire. C'est la première fois que j'ancre un récit dans un temps long. C'est drôle d'ailleurs parce que lorsque j'ai commencé à écrire Rose, j'avais vraiment en tête que je voulais écrire la vie d'une femme sur plusieurs décennies, de la naissance à sa mort, et je pensais qu'elle vivrait jusqu'à un bel âge. Et donc, et c'est devenu 7 jours dans la vie d'une femme. Et là, je voulais que ce soit 24 heures dans la vie d'un homme, et c'est devenu 5 décennies. Et travailler sur le temps long, c'est quelque chose d'assez prodigieux parce que d'abord, on a le temps de faire évoluer les personnages. Je racontais plus un instant de basculement, comme il y en a quelques-uns dans une vie, mais pas tant que ça. Mais au contraire, la puissance du temps qui use, qui passe, qui sublime certaines choses, qui en fait mourir d'autres. J'ai vraiment beaucoup aimé travailler sur ce déroulé du temps. Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, mais il y avait un lien, je suis sûre. Oui, parce qu'il devient pèlerin et ce qu'il découvre, c'est qu'il doit suivre la voie des femmes, ce qu'il appelle la voie des femmes, la voie Véolieux, comme on dit, la voie du temps. Exactement. Et ça, on en a une très belle illustration, je trouve, dans le musée. C'est avec justement cette pianiste, Emmanuelle Godard, là, qui est venue. Et elle est rousse. Évidemment. Il lui raconte à elle aussi l'histoire du renard, etc. Et là, par contre, le miracle se produit, c'est qu'à la fin, elle l'entend très bien, et non seulement elle l'entend, mais elle lui répond, hein, elle lui fait écho. Oui, le destin de Haru passe par les femmes. En fait, à part son ami Keisuke et ses amis Keisuke et Tomo, mais qui sont presque des piliers de part avec lui, des piliers d'amitié virile et de grande connivence. Ce sont surtout des femmes qui sont ses amies. C'est pour ça que c'est un personnage qui me plaisait, parce que déjà, dès Rose, il apparaissait comme un japonais atypique. À un moment donné, quelqu'un qui le connaît bien dit qu'il était féministe à sa façon, que chez lui, les femmes participaient aux discussions, qu'il ne souhaitait pas se marier, qu'il ne voyait pas dans toutes les femmes les épouses potentielles. Donc il est quand même très, très, très atypique. Et on voit que son destin va être lié à des femmes extraordinaires, toutes extraordinaires. Que ce soit sa gouvernante, ses amantes, ses amies, cette pianiste française qu'il va croiser seulement une fois, mais qui va voir en lui d'une manière inédite. Et du coup, j'ai pensé qu'effectivement, je trouve, qu'on pouvait parler de la voix des femmes, VOIE, comme on parle de la voix du thé, comme on parle de la voix de l'esprit, avec cette idée que les femmes portent avec elles tout un monde spirituel que les hommes ont tout intérêt à connaître. Et toutes ces métamorphoses vont à la fois le changer et changer aussi le monde. Et on a quelque chose qui va se cogner à cela, c'est que le monde, au sens la terre, la nature, la croûte terrestre, va elle aussi se manifester, va convulser en quelque sorte. Pourquoi une année où il va y avoir le grand tremblement de terre de Kobe, et où dans sa vie aussi, lui, la même année, divers deuils vont intervenir. Donc il y a c'est-à-dire que l'histoire commence en 1969 et se termine en 2019. Et évidemment, comme tous les Japonais, il vit les grandes tragédies qui secouent le Japon pendant ces années. Je ne les ai évidemment pas énumérées, mais il y en a quelques-unes qui le concernent, qui concernent son ami Keisuke. Et par ailleurs, en 5 décennies, il est tout à fait normal d'avoir connu
est tout à fait courant, hélas, d'avoir connu beaucoup de deuils. Donc, ces deuils personnels se mêlent à l'histoire difficile et douloureuse du Japon pendant ces 50 années, dont deux des plus grandes tragédies qui soient arrivées au Japon, le grand tremblement de terre de 1995, Hanshin-Awaji, enfin le Kobe, et puis le tremblement de terre et le tsunami de mars 2011. Oui. Pour nous acheminer tranquillement vers la fin, comme là on a parlé en gros de la moitié du livre, mais enfin il reste énormément de choses à découvrir. On a fait qu'effleurer quelques thèmes. Moi, il y a quelques questions en vrac que j'aimerais vous poser parce que ce sont sur des choses qui m'ont intrigué, disons, en lisant. Alors, notamment, à un moment, on voit l'arrivée d'un personnage qui s'appelle Paul. Paul, c'est son associé en quelque sorte, enfin c'est le garçon qui travaille pour lui et qui est un peu son double aussi, et c'est lui qui dans le roman Une rose seule accueille et guide Rose, etc. Et pourquoi je dis ça? Oui, parce que Paul, on apprend qu'il vient de Belgique, il arrive de Belgique avec sa femme, et son nom c'est Paul Delvaux. Alors j'aimerais savoir pourquoi vous avez donné le nom d'un surréaliste belge à votre personnage. Alors ça ne s'est pas du tout passé comme ça, vous allez voir que le quotidien d'un romancier est beaucoup plus pragmatique lorsqu'il s'agit de donner un nom de famille à Paul qui n'en a pas dans Une rose seule mais qui là devait en avoir un. J'ai tout simplement regardé la liste des 20 noms les plus portés à Bruxelles. et celui-ci sonnait parfaitement bien. Et c'est drôle parce que lorsqu'on trouve le bon nom, on ne sait pas pourquoi, mais tout à coup le personnage existe. Pendant un moment, il s'est appelé Paul, je ne sais plus comment, et c'était tout à fait vraisemblable. Ça ne collait pas et ça ne sonnait pas. Alors est-ce que c'est parce qu'il y avait en moi la rémanence du peintre que Delvaux m'a plu, je ne sais pas, mais c'est surtout que c'était plausible. Qu'un Belge bruxellois protestant de surcroît s'appelle Delvaux, c'était tout à fait possible. Oui, alors, il devient lui aussi marchand d'art. Le fait qu'il ait un nom de peintre n'est pas. Voilà, vous avez trouvé ma vraie motivation. Il vient avec sa femme, d'ailleurs, sa femme qui s'appelle Clara. La première fois qu'on voit Clara, elle porte une robe rose. Est-ce que ça annonce quelque chose? Je ne sais pas. Et plus tard, ils ont une fille, donc Paul et Clara, qui est une petite fille. Alors là, on va encore dire que je tire les choses par les cheveux, mais bon, je vous la pose quand même. Cette petite fille s'appelle Anna. Enfin, elle a plusieurs prénoms, mais son prénom principal, c'est Anna. Et vous dites, Anna, c'est un nom romanesque. Alors évidemment, je me suis dit, Anna, c'est Anna Karénine. Bah oui. Or, Anna Karénine, l'incipit célèbre d'Anna Karénine, il est dans une scène clé, une scène de reconnaissance du hérisson. De l'élégance de l'hérisson, oui, parce que la première phrase de Anna Karénine, toutes les familles heureuses se ressemblent, mais les familles malheureuses le sont chacune à sa façon. Donc la première phrase d'Anna Karénine va jouer un grand rôle dans le texte, dans le rapprochement d'un personnage japonais déjà et du personnage de la concierge. Donc, bien sûr, c'est pour ça. Et là, simplement pour dire que vous établissez quand même s'ils sont peut-être des liens entre les différents livres. Il n'y a pas que des liens entre ces deux-là. Vous savez, les liens entre les différents livres, c'est toujours moi qui les ai écrits. Donc finalement, au bout d'un moment, il est un peu normal que ça tourne autour des mêmes obsessions. Alors oui, bon, ça, la question de la forme revient un peu sur la fin, donc je laisse découvrir, mais effectivement vous avez une phrase qui dit, enfin, qui peut guider notre lecture, vous dites le renard est la clé. Alors, et enfin pour conclure sur la toute petite partie à la fin qui s'appelle naître, qui donc fait écho au début et qui est en fait
pour dire les choses un peu grossièrement, naître à la mort en quelque sorte, renaître à la mort. Oui, on peut se demander qu'est-ce qui renaît. Est-ce que bon, d'abord, est-ce que c'est renaître à la mort ou renaître au mot, puisque c'est un livre qui d'abord se termine de façon cyclique, quoi. Forme de cycle, le dernier chapitre fait allusion au premier, le premier en revient, et il renvoie aussi, il renaît au mot, puisqu'il renaît au roman, puisque on peut lire ce roman dans ce sens-là, ou dans le sens inverse, ou après avoir lu celui-ci, moi j'avais envie de relire le premier pour retrouver enfin bon, bref, il y a une circulation comme ça des textes qui est à la fois, enfin, je me pose la question, qui est peut-être à la fois la réponse et l'énigme et la fin et le début. Enfin. Mais c'est ouvert à toutes les interprétations, à commencer par la vôtre. C'est-à-dire que j'espère que je n'écris pas de romans qui donnent des explications, parce que moi, quand je lis les textes, je lis les romans des autres, je n'ai pas envie d'avoir d'explications, je n'ai pas envie que le texte guide mes pensées, j'ai envie qu'il provoque en moi quelque chose d'intime qui fasse lumière, sans lumière avec légèreté. Sur la fin, je la laisse ouverte à l'interprétation des auteurs, bien sûr. Ça fait très très longtemps que je suis fascinée par un vers que j'avais lu dans un texte de François Cheng sur la peinture. Il citait un poète en regard d'une très belle peinture de Shitao. Je sais un peu comment s'appelle le poète, mais enfin un nom chinois que j'ai oublié. Et ce vers dit juste ça: s'ouvrir à la lumière pour mieux choir. Et ce vers me fascine. Cette idée que on aurait plutôt tendance, je pense, nous occidentaux, à penser l'inverse. Ça a quelque chose de très beau, cette idée que la chute est là, et qu'il ne faut pas la redouter, mais au contraire l'aborder en pleine lumière. J'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose de fascinant dans ce vers. Et le texte parle de ça aussi. Bah, écoutez, ça paraît être une conclusion idéale. Et je signale d'ailleurs qu'à la fin du livre, vous citez quelques poèmes qui sont dans oui, les crédits du texte. Ouais. Que ce soit un Rilke ou des poèmes. Il y a un poème de Rilke qui est très connu qui s'appelle Automne, et que mon ami, le traducteur Bernard Ortolari, a la très grande gentillesse de traduire pour moi, et qui est magnifique. Et les Japonais adorent Rilke. Ça vaudrait la peine de faire une thèse là-dessus, mais moi, j'ai pas le temps. Alors, peut-être est-ce qu'on peut s'arrêter ici pour remercier, et peut-être si les gens veulent intervenir ou poser des questions, qu'ils n'hésitent pas à le faire. Moi, j'aimerais savoir des choses. Pourquoi cette fascination pour le Japon? Parce que j'ai lu beaucoup de textes japonais. Vous avez commencé avec l'évanguélisme, avec un personnage japonais très fort. Et je retrouve tout à fait l'âme japonaise. Mais pourquoi cette fascination pour le Japon? Parce que c'est vraiment extraordinaire. Vous êtes déjà allé au Japon? Non, malheureusement, mais j'ai pratiqué beaucoup d'art japonais. Lesquels? Oui, du Kyudo, entre autres. Et du coup, je retrouve tout à fait à la fois la complexité et la simplicité des arts japonais. Pourquoi cette fascination pour le Japon? Alors, je suis tombée dedans il y a vraiment très longtemps, quand j'étais étudiante, par le biais de rencontres. Et très vite, j'ai été fascinée par l'esthétique japonaise. C'est-à-dire que ce qu'on en connaissait à l'époque, parce que quand même, j'étais étudiante il y a longtemps, il y a quand même un bail. Ce qu'on en connaissait, il n'y avait pas de restaurant japonais, par exemple, à Paris à cette époque. Je me souviens que le seul qu'il y avait, c'était le restaurant de ramen rue Sainte-Anne, Higuma, et mon premier sushi, j'ai pu le manger à cette époque-là. Mais par les films d'Ozu, par les films des grands réalisateurs japonais, parce qu'on connaissait les arts traditionnels, martiaux, arts du thé, etc., on avait une vision, enfin j'avais une vision totalement
j'étais fascinée par cette esthétique-là. Et du coup, je n'ai eu comme obsession que d'y aller. Et lorsque j'ai écrit Les Gants du Hérisson, je rêvais d'y aller. C'est un personnage japonais parce que je voulais provoquer le destin et que cette passion, bien sûr, inspirait le personnage, mais j'ai bien fait, puisque c'est grâce à Les Gants du Hérisson que j'ai pu partir au Japon. Et là, le pressentiment que ça allait être une grande extase s'est trouvé confirmé, puisque l'esthétique japonaise me fascine, vraiment me fascine, et pas seulement parce que c'est beau, même s'il y a une jouissance esthétique pure, enfin simple, évidente, mais parce que jamais je ne suis confrontée à ces zones d'intériorité-là, autant que lorsque je suis là-bas. Cela touche en moi quelque chose qui ne peut pas être approché d'une autre façon. C'est difficile à expliquer. Hein, mais on le ressent beaucoup dans Rose, dans la description des jardins. Vous avez décrit les jardins, enfin voilà. Mais j'ai mis 10 ans avant d'oser le faire, parce que j'avais tellement peur d'échouer, de ne pas être à la hauteur de cette beauté incroyable et de qu'il a fallu beaucoup de temps pour le réussir. Avec les mots, vous avez réussi. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, on peut peut-être garder un peu de temps pour des dédicaces, pour ceux qui veulent signer un livre. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas aimé le livre et qui n'osent pas le lire. Elle a toujours. Je pense qu'on peut... Je veux bien le dire, effectivement. J'aurais dû commencer par me rencontrer pour apprécier le livre, parce qu'effectivement, je l'ai lu et j'ai pas du tout accroché. Celui-ci, le dernier, vous voulez dire? Oui, c'est vrai que j'ai des amis que je n'ai pas du tout pu rentrer dedans. Je peux dire également que j'ai aucune connaissance sur le neige. Je ne pense pas que ce soit lié à la connaissance. Les rencontres avec les livres sont quelque chose de tellement intime, tellement... Mais curieusement, maintenant que vous en avez parlé, on a échangé, je me dis, mais en fait, ça y est là, je devrais le relire quelque part. Parce qu'il y a deux questions qui m'arrivent. En fait, il est très arrêt aux questions. Il a vraiment beaucoup d'amour pour sa fille. Mais est-ce que c'est pas renforcé par le fait qu'elle lui est interdite dès le départ? C'est possible, parce qu'il est quand même, il est beau, il est élégant, il est tout ce qu'on veut, riche, il a tout, et d'un seul coup on lui interdit. Et je pense qu'il y a aussi cette de... Non, vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Alors, ensuite, chacun interprète les choses. Je ne sais pas tout sur mes personnages, vous savez. Je suis désolée de vous décevoir sur ce plan, mais en tout cas, c'est le roman qui compte. C'est un roman qui parle de l'impossible. D'ailleurs, à un moment donné, un personnage dit le Japon, c'est le pays de l'amour impossible, et ça se vérifie chez lui. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de... Parce qu'on ne le sent jamais très amoureux. Il a beaucoup de femmes. Mais il n'est jamais amoureux. Mais il n'a pas l'amour tel qu'on pourrait le... Non, le grand amour de sa vie va être sa fille. C'est sa fille uniquement. Et justement, c'est ce qu'on lui refuse. Oui. Est-ce qu'il l'aurait autant apprécié s'il l'avait vu de manière... Vous savez ce qu'il faut faire pour savoir ça? Que vous écriviez oui. l'histoire, parce qu'on comprend ce qu'on écrit en écrivant. Je ne peux pas vous répondre maintenant, il faudrait que vous ou moi nous écrivions cette histoire pour savoir ce qui se serait passé. On va s'y mettre. Donc c'est vrai qu'il n'est jamais très amoureux, hein, ça c'est sûr. C'est un séducteur. C'est un séducteur. Et en revanche, cette partie de l'amour qu'est l'amitié, il l'incarne vraiment. Ah oui. Mais avec les femmes, il n'y arrive pas. Moi, j'ai été très surprise que vous disiez que vous avez inventé le deuxième livre après le premier. J'ai lu les deux hier, Une heure de ferveur, et aujourd'hui Rose. Et alors, j'ai énormément apprécié Rose parce que j'avais lu Ferveur avant. Et, alors, c'est une question qu'on me pose là, depuis que le livre a paru. Dans quel ordre faut-il les lire? Moi, je conseille de lire d'abord Une heure de ferveur et après Rose. Eh bien, figurez-vous qu'il y a d'autres lectrices très distinguées qui m'ont dit l'inverse. Alors, je ne sais plus l'inverse. Mais chronologiquement, c'est logique. Non, oui,
Vous avez raison de Parce que spoiler. j'ai l'impression que rose est un peu plat par rapport à une heure de ferveur. Donc si on commence par rose, on peut être un petit peu, on peut rester sur sa fin, à part les descriptions magnifiques des jardins. Ça, effectivement, l'univers de la zénitude japonaise, de la description. Comme il y avait eu le livre sur la musique de ce japonais dont je ne me souviens plus L'année dernière, voilà. Akira Vous Mitsubayashi. savez me décrire la musique, vous savez me décrire les jardins japonais de la même façon. Voilà, habilité. Là, vous décrivez les jardins japonais de la même façon que lui décrivait la musique. Mettre en mots de la musique ou mettre en mots des jardins, c'est pas évident, et de la musique est magnifique. Et par contre, j'ai trouvé que j'avais beaucoup de plaisir à lire Rose, parce que tous les personnages sont développés dans une heure de ferveur, alors que dans Rose, c'est un petit peu... On doit rester sur sa faim quand on a lu Rose, alors que une heure de ferveur est claire. C'est vraiment passionnant pour moi, parce que chaque lecteur ou chaque lectrice a une lecture différente. Il y a au contraire des lectrices qui m'ont dit mais non, mais Rose c'est beaucoup plus subtil, alors que là c'est une fresque, on a bien aimé commencer par Rose, parce que. Enfin, donc vous voyez, c'est ça qui est merveilleux avec la lecture, c'est que chacun y met ce qu'il est. Si je peux faire part de ma lecture, moi j'ai trouvé que c'était mieux enfin pour mon goût, de lire Rose d'abord, une Rose seule d'abord. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup moins d'informations dans Rose, et c'est beaucoup plus intriguant. Et alors, du coup, après, quand on lit celui-ci, on apprend beaucoup plus de choses, et ça donne envie de relire celui-là. Donc le cas n'est pas tranchable. Et puis quelle idée j'ai eue de remonter dans le temps aussi, c'est vrai. En tout cas, c'est une très belle aventure romanesque. Ça,